Nous sommes en 1985. À cette époque, Michael Jordan commençait à impressionner le monde avec ses dunks spectaculaires. Sa simple présence suffisait à dire qu'une nouvelle ère était en train de naître dans le basket, et ce, même dans le sport universitaire. Le Final Four, qui réunissait les 4 meilleures équipes de l'année en college basketball, était devenu quasiment aussi hype que les finales de NBA. Et la marque qu'il avait compris avant tout le monde, c'était Nike, qui lancera une campagne de publicité en s'inspirant de la rivalité entre les différentes écoles. Ils créeront alors une sneaker qui traversera les âges et marquera l'histoire. Une paire que nombreux croyaient être un flop, mais qui deviendra légende grâce à un autre sport que le basketball. Salut à tous, c'est Arthur Berandi et aujourd'hui, je vous parle des secrets qui tournent autour de la dunk. Bon, même si aujourd'hui on est inondé de coloris dunk, et surtout par le modèle black and white, ça n'a pas toujours été le cas. La dunk fut à un moment un objet très rare et très convoité par les sneakers addicts. Et ce, quel que soit le coloris qui sortait. Mais pour savoir pourquoi c'était le cas, on doit retourner à ses origines. Tout commence en 1985. Le NCAA Final Four, qui réunissait les 4 meilleures équipes de basketball universitaire, était devenu l'un des événements les plus suivis aux États-Unis. Mais cette année-là était assez spéciale, puisque c'était la première fois que les 4 équipes de ce Final Four jouaient tout en Nike. Une chance et une aubaine pour l'équipementier. Parmi ces 4 équipes, il y avait Georgetown et St. John, 2 équipes extrêmement fortes à l'époque. Et pour cause, le match opposant ces 2 équipes mettait en scène 11 futurs stars de la NBA, dont Chris Mullin et Patrick Ewing, faisant de ces finales l'un des événements les plus légendaires de l'histoire du basketball universitaire. Dans le public, l'ambiance était électrique, sauvage. Les élèves n'avaient jamais autant crié pour leur école. Et dans ces stades, évidemment, il y avait Nike, qui regardait ce spectacle et se disait qu'il pouvait en tirer quelque chose. Ils ont alors eu l'idée de créer une sneaker en s'inspirant de l'ambiance du stade et de la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les équipes. Et c'est ainsi que la dunk est née. La dunk, c'est une sneaker dont le nom est inspiré du move le plus impressionnant du basketball. Mais c'est aussi un mélange entre la Legend, la Terminator et la Air Jordan 1. Les 3 paires les plus prisées de Nike à l'époque dans le basketball. Là où elle changeait beaucoup des autres chaussures de basketball, c'est que, tout comme la Jordan 1, elle n'était pas entièrement blanche et bénéficiait de nombreux coloris qui la rendaient perceptible aux yeux du public. Chaque coloris représentait une école. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'est née la fameuse campagne Be True to Your School, qui sera affichée dans le fameux journal Sports Illustrated. 12 écoles différentes avaient le droit à leur dunk, mais aussi à leur tenue complète. Avec cette opération commerciale, Nike venait d'écraser la concurrence dans le college basketball. La paire qu'il venait de créer était folle, puisqu'en achetant la sneaker, on s'identifiait aux héros qui jouaient sur le terrain, mais aussi à son école. On devenait un fervent supporter et ça nous rendait encore plus fiers. Mais le problème, c'est que c'était quasiment une reproduction parfaite de la campagne de communication pour la Air Jordan 1. À l'époque, les gens n'achetaient pas des chaussures à tout va comme aujourd'hui, et surtout pas des sneakers. Et donc, à choisir entre une Jordan 1 et une Dunk, les gens ont largement préféré acheter des Jordan 1. En optant pour une communication similaire, Nike avait déjà enterré sa paire, car rien ne pouvait battre l'aura de Michael Jordan et ses Air Jordan. Et donc, si vous vous demandez ce qu'elle est devenue ensuite, eh bien, elle a simplement disparu. Et ceux qui vont la déterrer, ce ne sont pas les dirigeants de chez Nike, mais une communauté de rebelles que vous connaissez sûrement. La dunk avait disparu comme si de rien n'était, tandis que tout le monde continuait d'acheter des Jordan 2, 3 et 4. Plus personne n'en avait rien à faire de la dunk, comme si elle n'avait jamais existé. Les derniers modèles restants croupissaient dans les sous-sols des magasins et personne n'en demandait. Mais les États-Unis ont quelque chose que nous n'avons pas. Des immenses magasins de bonnes affaires, où on trouve toutes sortes de vêtements à des prix totalement dérisoires qui permettent aux plus démunis de s'habiller convenablement. Et dans ces magasins, il restait des dunks, à moins 70%. Et qui sont allés les acheter? Les skaters. Ceux-ci ont remarqué que la dunk avait une assez bonne accroche sur la planche. Une semelle extérieure très plates, mais aussi elles étaient faites de cuir. C'était la chaussure parfaite pour un skater. La première grande alternative au légendaire Vans. Et Nike, en voyant ça, s'est dit « Génial, un nouveau sport auquel on ne s'est pas encore attaqué, le skateboard. Faisons des chaussures pour les skateboarders. » Et vous croyez qu'ils allaient faire des dunks pour eux? Pas du tout. Ils vont faire tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour le monde du skateboard. Pour ceux qui en ont fait, ils savent déjà de quoi je parle. La communauté des skateboarders est une communauté de rebelles. Ceux-ci sont contre la société et surtout contre le fait qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ce sont eux qui font leur propre choix et ce n'est surtout pas à une multinationale comme Nike de leur dire quelles chaussures ils doivent porter pour pratiquer leur sport. Et au lieu de restock des dunks à bas prix ou de simplement les sortir des caves pour les skateboarders, ils vont créer des modèles qui seront des flops monumentaux. En premier, on aura la Chode, une chaussure qui non seulement est moins bien adaptée à la pratique du skateboard que la dunk, mais qui en plus est immonde. Sérieux, qui va porter ça? Il y aura ensuite la Shimp ou la Troc. Et je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Et vu les ventes, Nike a dû penser la même chose. C'est pour cela qu'ils abandonneront dès le premier essai et c'était mieux ainsi. Mais à la fin des années 90, à Los Angeles, il s'est passé quelque chose au sein même de l'entreprise.
Des dunks de différentes couleurs ont commencé à être fabriqués par la branche ouest des États-Unis de Nike, et quand la branche principale leur a demandé des comptes sur ce qu'ils faisaient, ils ont répondu « Gardez vos dunks de 1985, gardez vos coloris, mais nous, on va faire ça ». Et c'est ainsi que la Dunk Low Pro B est née, la première Dunk Low de l'histoire. Celle-ci était différente des dunks originales de différentes manières. Elle avait des couleurs folles, mais aussi des matériaux différents qui la rendaient plus large. Celle-ci comprenait parfaitement l'univers du skateboard avec sa créativité et son aspect customisable comme avec les Vans. Cette paire avait compris que chaque skateboarder voulait être différent, que ce soit avec ses tricks, mais aussi avec sa tenue. Là où au basketball, on est uni sous une même couleur, au skateboard, on se doit d'être unique et original en toutes circonstances. Mais qui est le génie qui a pu comprendre ça? C'était Sandy Bodecker, l'homme qui allait tout changer dans le monde du skateboard chez Nike. On est maintenant en 2001. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise de skateboard et que d'un coup, quelqu'un arrive dans vos bureaux. Cet homme a les cheveux décolorés, plein de bracelets, un t-shirt rose et vous paraît un peu foufou. Celui-ci se présente « Salut, je suis Sandy de chez Nike » et il commence à vous poser des questions sur les chaussures de skateboard. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est ce qu'il a fait dans la totalité des retailers qu'il a visités. Sandy Bodecker a tenté de se renseigner sur le skateboard autant qu'il le pouvait, avec une passion débordante. Il voulait savoir ce que les skateboarders aimaient, il voulait comprendre leur univers et leurs habitudes. Et les skateboarders l'ont adoré. Pour eux, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Écoutez les demandes de ceux-ci. Ils lui ont tous dit la même chose. Ils veulent des dunks. Et Sandy, qui a été beaucoup plus malin que ses prédécesseurs, s'est dit « Dans ce cas, donnons-leur des dunks ». Mais parce qu'il était brillant et à l'écoute, il ne s'est pas contenté de simplement dépoussiérer les dunks. Il a créé un modèle plus confort et encore plus adapté à la pratique du skate. Cette paire, c'était la seule et unique Nike SB Dunk. La version définitive de la Pro B qui a tout lancé dans le monde du skateboard. Les premières SB Dunk à sortir sont loin d'être les plus iconiques. On connaîtra bien mieux après, mais elles faisaient le taf qu'on leur demandait. Cette première collection appelée Colors By regroupera 4 coloris qui rendront hommage à 4 skateboarders. Rhys Forbes, Gianno Iannucci, Richard Mulder et Danny Supa. Celles-ci étaient très appréciées grâce à leur grosse languette, la technologie Zoom, mais surtout leur couleur flashy et très originale. Et c'est important de mentionner la technologie, car elle était si révolutionnaire que certains skaters, quand ils avaient trop usé leur dunk, arrachaient la semelle avec la technologie Zoom pour la mettre sur une autre chaussure. C'était un réel avantage d'arriver dans le game avec autant de qualité. Mais tout ceci n'était que les prémices, puisque la vraie folie autour des dunks arrivera par la suite. Contrairement aux autres modèles de la marque au swoosh, les dunks n'étaient pas vendus dans les magasins Nike traditionnels. Mais où alors, me direz-vous? Eh bien directement et uniquement dans les skate shops. Sandy Bodecker avait établi une bonne relation avec différents skate shops et avait décidé de les vendre uniquement dans ceux-ci. Parce que lorsqu'on est skateboarder, on ne va pas autre part que dans des magasins spécialisés pour se fournir en matériel. On achète dans sa communauté et on reste dans sa communauté. On ne va pas chez Nike ou Foot Locker. Et même si ça a pris du temps à se mettre en place, ça a fini par marcher. Mais pourquoi ça a pris du temps? Parce que Sandy n'a pas sélectionné les skate shops au hasard. Mais surtout, il ne les a pas tous sélectionnés. Donc seulement une partie des skaters pouvaient voir les SB Dunk apparaître dans leurs magasins fétiches. Au début, ces magasins étaient réticents. Cependant, après avoir vu tous les efforts de Nike, ils se sont dit qu'il fallait leur laisser une chance. En même temps, comment résister à autant d'exclusivité? Nike allait voir chaque skate shop en leur disant « Vous et 12 autres skate shops, vous serez les seuls à avoir la SB Dunk ». Ils avaient quelque chose que plein d'autres magasins réclamaient. Ceux qui n'en avaient pas étaient estimés pas assez authentiques et puristes pour la marque au swoosh. Nike a fait en sorte que ce soit un honneur et un privilège de pouvoir vendre des dunks. Et c'est ainsi que Nike a créé, grâce au skateboard, le concept de rareté. Des dunks en très petite quantité et vendus dans seulement certains magasins. Ça a évidemment fini par attirer la totalité des skateboarders qui voulaient mettre la main dessus. Et par la même occasion, ça a rendu très célèbre des skate shops qui jusque-là s'étaient fait très discrets. Mais là où ça a commencé à devenir fou, c'est quand d'autres personnes que les skateboarders ont commencé à s'intéresser à la chaussure. Des personnes venant de tous les États-Unis ont commencé à contacter les skate shops par téléphone, essayant de trouver un moyen de mettre la main sur ces nouvelles chaussures exclusives à distance. Ne pouvant rien faire au téléphone, ces ados affamés de sneakers ont fini par prendre l'avion et étaient prêts à camper pendant plusieurs jours devant des skate shops pour mettre la main sur ces SB Dunk. C'était de la folie, et ceci ne venait pas pour le pack Colors By, dont je vous ai déjà parlé. Non, ils venaient pour acheter des dunks légendaires. Comme si Nike n'avait pas déjà été assez visionnaire, ceux-ci avaient compris au début des années 2000 que le futur de la sneaker serait lié aux collaborations. Et on ne parle pas encore de stars, mais toujours de skate shop, car Nike ne voulait pas s'éloigner de ce qu'ils avaient réussi à construire. Ils ont donc commencé à New York en collaborant avec Supreme pour créer 2 coloris de Nike SB Dunk Low Supreme. Une paire absolument incroyable qui mixe l'Elephant Print de la Jordan 3 avec la Dunk. Ils se sont ensuite attaqués aux autres skate shops en créant le fameux Clerks Pack, qui regroupait des paires légendaires comme la Dunk High Undefeated. Ils voulaient que chaque skate shop réalise sa propre version de la Dunk.
Et c'est là où la Dunk a commencé à devenir un moyen d'expression, qui a donné naissance à la légendaire SB Dunk Low Paris. Designée par Bernard Buffet, celle-ci a la particularité d'être unique au monde. Non pas parce qu'il n'y en a qu'une seule, mais parce que chaque paire est différente. On n'aura jamais les mêmes imprimés sur chacune d'entre elles. Cette paire a donné l'inspiration d'un city pack légendaire comprenant la SB Dunk Low London, la SB Dunk Low Tokyo, mais aussi la légendaire SB Dunk Low NYC Pigeon. Designée par Jeff Staple, cette paire avait pour particularité cette petite broderie de pigeon sur le talon qui avait pour but de représenter New York. Vendue uniquement dans le magasin Reed Space à New York à seulement 202 exemplaires, la paire est connue pour avoir provoqué des émeutes sans précédent à cause du nombre de personnes qui campaient devant le magasin. Les gens étaient armés de couteaux et de battes de baseball pour pouvoir voler ou se procurer l'une de ces paires, au point que celle-ci a fait la une du New York Post. C'était de loin la Dunk qui a le plus marqué l'histoire et dont tous les fans de la première heure se rappellent. Une autre Dunk dont on a reparlé récemment grâce à la sortie de la Air Force One Tiffany, c'est la SB Dunk Low en collaboration avec la marque Diamond Supply, que les fans ont fini par surnommer la Tiffany au vu de sa couleur turquoise, mais aussi de ses détails qui rappellent la marque de bijoux. D'ailleurs, le créateur lui-même ne se cache pas de cette inspiration évidente. On peut aussi mentionner la SB Dunk Low Stussy Cherry, tout droit sortie de l'imagination de Robbie Jeffers, directeur de l'équipe créative de la marque Stussy. Cette Dunk ultra rare a marqué à jamais l'histoire de la paire. Aussi, l'une des collaborations qui a le plus marqué les fans de Dunk était évidemment celle en collaboration avec la ville de Boston, qui a d'ailleurs refait surface récemment, la mythique SB Dunk Low Lobster. Inspirée du homard, symbole de la ville, son aspect ressemblant à l'animal marin et ses motifs de pique-nique ont séduit le monde entier. Ils ont commencé avec la Red Lobster, puis ont enchaîné avec la Blue Lobster en créant une histoire plutôt marrante qui disait que les homards bleus attaquaient les chiens et les baleines. Une légende urbaine assez bête, mais assez marrante pour susciter l'attention des gens. Enfin, la Dunk, c'est la paire qui a contribué à cette mode de collectionner les sneakers plutôt que de les porter. Et ça a particulièrement été le cas avec les paires exclusives au Japon et le fameux programme Code GP qui offrait des collaborations ultra exclusives avec seulement 24 paires fabriquées pour certaines. C'est eux qui ont sorti la fameuse Dunk Low Brazil, qui était ultra rare jusqu'à sa ressortie en 2020. Cependant, malgré tout cet engouement, au début des années 2000, la mode des Dunk a fini par passer. Et de nouveau, celle-ci se fera oublier. Mais à la fin des années 2010, la Dunk est de retour. Et c'est ce retour qui fera réellement tout exploser. Après tous ces événements mythiques, les sorties de Dunk ne se sont jamais arrêtées. Elles ont juste été fortement diminuées. Et c'est finalement début 2020 que l'engouement autour de la Dunk repartira plus belle. Et ce, grâce à l'artiste en vogue du moment, Travis Scott. Le fait de faire collaborer un artiste issu de la culture populaire avec cette paire de skateboarders était un autre coup de génie de la marque au swoosh. En plus, la paire est magnifique. Une véritable œuvre d'art qui combine plusieurs matériaux d'une manière magistrale. Dans les paires qui ont relancé la Dunk, on peut aussi citer les Dunk Off-White, aussi la SB Dunk Low Strange Love, une branche créée par Sean Cleaver qui nous a aussi sorti une Dunk avec son nom apposé dessus. On peut également citer la ressortie des Dunk Syracuse et Kentucky, mais aussi le pack Grateful Dead Bears, la Ben & Jerry's qui a rendu tout le monde fou, mais aussi la 7-Eleven, la Habibi, la What the Paul, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais il faut que je vous parle de la Black and White. Et là, je vais changer de ton. Est-ce que vous aussi, après avoir entendu toutes ces histoires et après avoir vu tous ces coloris absolument dingues et impossibles à avoir, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Bah oui, Nike s'est totalement éloigné de ce qu'était la Dunk au départ. Une paire exclusive au skate shop et impossible à trouver autre part, et surtout destinée à la pratique du sport. Aujourd'hui, des centaines de Dunk sortent par an, avec des coloris d'une simplicité plus qu'ennuyeuse. Même si la SB Dunk reste ce qu'elle est, la paire a perdu toute son image de paire impossible à avoir à cause des paires comme la Dunk Low Black and White. Aujourd'hui, n'importe quel Nike SB sort sur SNKRS. Là où avant les skaters et les collectionneurs se disputaient les paires dans les skate shops. Maintenant, ce sont les skaters qui se disputent avec les resellers qui utilisent des bots. Et tout ça, c'est super triste. Selon la volonté de Sandy Bodecker, cette paire était destinée aux skateboarders, pas aux gens random qui ne savent même pas ce qu'ils ont entre les mains et qui les revendent à des prix d'or. Je respecte le business du resell, mais laisser la SB Dunk rentrer là-dedans était une énorme erreur pour ma part. Les raffles pour les paires SB devraient toujours se faire dans les magasins de skate, avec des tickets et non pas online, comme Union l'a fait avec la Pistachio. Bref, malgré son histoire incroyable, la Dunk a perdu tout son prestige à l'heure où je vous parle, et c'est assez dommage. Néanmoins, il faut bien avouer que Nike a quand même réalisé un coup de maître avec cette paire. Parce qu'au départ, n'oubliez pas qu'elle était cachée dans les caves des magasins, alors qu'aujourd'hui, des millions de personnes en ont au pied de toutes les couleurs. Et ce, quel que soit le pays ou ce qu'on en fait. La Dunk est devenue un classique de chez Nike. Et ça fait que toutes les paires légendaires des années 2000 sont encore plus rares qu'elles ne l'étaient. En tout cas, peu importe ce qu'on pense de l'image de la Dunk de nos jours, cette paire sera à jamais dans nos cœurs. Que ce soit pour son histoire, mais aussi pour tout ce qu'elle a apporté au monde de la sneaker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et aussi à activer la cloche des notifications. Je remercie notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires qui sont dans le décor. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à très vite sur Sneakonet.